Avertissement, le milieu chaufferie est réservé aux professionnels formés car le milieu est potentiellement dangereux. Il y a un risque d'explosion, d'électrocution, d'intoxication mortelle au CO et de brûlures graves pour l'intervenant. Alors aujourd'hui, je vais vous faire part d'un de mes retours d'expérience. Sur cette photo, on peut voir un groupe de maintien de pression. Ce groupe de maintien de pression a un problème, il est en panne, c'est-à-dire qu'il ne remet plus en pression le réseau. Et j'ai le trop-plein qui déborde permanent, c'est-à-dire que j'ai l'électrovanne qui alimente en eau la cuve du groupe de maintien de pression qui reste ouverte. Donc un GMP, donc un groupe de maintien de pression, on les trouve dans les chaufferies lorsque vous avez un réseau de chauffage qui est très important et qui a donc une très grande quantité d'eau. Car comme vous le savez, l'eau est un liquide et les liquides sont incompressibles. Et lorsque vous chauffez de l'eau se dilate. Donc sur les petites chaufferies, on met des vases d'expansion car la dilatation de l'eau est absorbée par le vase d'expansion. Le problème des vases d'expansion, c'est que plus il y a de grandes quantités d'eau dans l'installation de chauffage et plus il faut de vases d'expansion. Et comme vous pouvez le voir sur la photo, les vases d'expansion sont des objets qui sont très volumineux. Donc au lieu de mettre 5-6 vases d'expansion, on va mettre un groupe de maintien de pression. Donc il existe plusieurs types de groupes de maintien de pression. Donc celui-là, c'est un groupe de maintien de pression dont les bâches, donc ce sont les deux cuves que l'on voit sur la photo, sont à la pression atmosphérique. C'est-à-dire qu'au-dessus, on voit il y a des évents et donc à l'intérieur, il n'y a pas de pression. Alors le principe de fonctionnement d'un groupe de maintien de pression est assez simple. On a un pressostat qui est sur la canalisation de chauffage, donc là elle est sur le collecteur, comme on peut le voir sur la photo. Si la pression descend à 1,2 bar, la pompe que l'on peut voir à droite, c'est une pompe multicellulaire, aspire l'eau qu'il y a dans les deux cuves, donc dans les deux bâches, et les injecte sous pression dans le réseau jusqu'à 1,5 bar. Alors on ne dépasse pas les 1,5 bar parce que lorsque le primaire va chauffer, la pression va monter. Actuellement sur ces chaufferies-là, avec une température de 77 degrés il me semble, on monte jusqu'à 2 bars. En tout cas, au-delà de 2 bars, on a la vanne déverseuse qui va s'ouvrir, qui fait que sur le réseau, on ne pourra jamais dépasser les 2 bars. Donc la vanne déverseuse, c'est là où il y a la flèche. Donc l'eau du primaire est évacuée dans les deux bâches. Donc l'eau se refroidit et la pression dans le réseau diminue. Et si on descend sous les 1,2 bar, il se passe que la pompe se remet en marche pour remettre en pression le réseau. Le groupe de maintien de pression est très intéressant aussi sur les très grands réseaux parce que des fois on peut avoir des micro-fuites au niveau des joints de filasse et l'eau qui est perdue, eh bien c'est pas un souci car le groupe de maintien de pression donc a une électrovanne en haut et si le niveau est trop bas, l'électrovanne s'ouvre pour remplir la cuve. Car il faut savoir qu'en bas on a un capteur de pression, un pressostat, donc il mesure une colonne d'eau. Et suivant la valeur qui le détecte, donc c'est un tout ou rien, il ouvre ou pas l'électrovanne pour refaire le niveau. Il existe différents types de groupes de maintien de pression, on le verra à la fin de la vidéo. Alors le groupe de maintien de pression est un appareil extrêmement important dans une chaufferie car lorsqu'il est en panne, ce qui est le cas ici, il ne réinjecte plus de l'eau dans le réseau pour maintenir la bonne pression, ce qui fait que la pression va descendre sous les 1 bar. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, on va atteindre la valeur qui est réglée sur le pressostat manque d'eau et ce qui va couper toutes les pompes et donc les chaudières. Donc en pleine saison de chauffe, ça craint. Donc aussi, vers la fin de la vidéo, je vous donnerai quelques conseils. Car comme on peut le voir sur cette photo, je n'ai qu'une seule pompe. Donc si j'ai la pompe qui crame, je n'ai plus rien pour remettre de l'eau dans mon réseau chauffage. Et le gros souci, c'est qu'en pleine saison de chauffe, même si vous commandez une pompe, eh bien, il va falloir du temps pour la recevoir. Donc pour la continuité de service, il y a quelques petites astuces à savoir. Donc voici un groupe de maintien de pression. Donc là on peut voir que il indique qu'il est en manque d'eau. On peut voir que qu'il y a de l'eau qui coule par le trop-plein. Et on peut voir que le trop-plein il est ici. Donc ce GMP a une particularité, c'est que tant qu'il n'a pas fini de remplir, la pompe ne peut pas fonctionner. Donc là, quand on a un GMP, c'est qu'on a une chaufferie assez grosse. Et donc un groupe de maintien de pression. Et donc il se passe que si ça ne marche plus, et bien quand le primaire va se refroidir, eh bien il y a de l'eau qui va manquer sur le circuit et la pression va commencer à se casser la gueule. Et après, il va se passer qu'en dessous d'une certaine pression, en principe, le pressostat manque d'eau va couper la chaufferie entière, toute la chaufferie, pour protéger les pompes. Donc là, quand ça arrive, eh bien on est dans la merde. Donc là, on peut le voir, là, je pense que c'est lui, là, c'est ce capteur de pression là, qui indique le niveau de la cuve. Le problème, c'est qu'il n'est pas réglable, je crois qu'il est mort. Donc là, quand ça arrive, il n'y a qu'une seule solution. Donc déjà,
Là ça sert à rien de le faire marcher, là je vais fermer la vanne. C'est de mettre en eau le réseau en direct. Donc là on voit que c'est un disconnecteur, ce tuyau là, celui-là sert à alimenter mon GMP et celui-là sert à alimenter mes colonnes. Donc ça c'est les retours, ça c'est mes retours de chauffage. Donc là j'ai ouvert mes vannes, j'en ai ouvert 2 pour envoyer de l'eau en direct. Donc bien sûr ici j'envoie pas la pression du réseau, hein, il y a un limiteur de pression derrière. Donc là celui-là il est énorme, hein, c'est celui-là. Il y a un limiteur de pression justement pour pouvoir remplir le réseau en direct. Donc ça c'est vraiment un système de secours qu'il faut vraiment avoir. Car si vous avez passé dans une chaufferie comme ça, vous êtes grave dans la merde. Donc lui, le niveau est bon, j'atteins le trop plein, donc je vais essayer de voir si c'est bien ce capteur en bas qui est mort. Donc voilà comment c'est foutu. Donc là il y a un truc qu'il faut savoir là. Ça c'est mon déversoir ça. Donc ça, quoi qu'il arrive, la pression sur mon primeur ne peut pas dépasser les 2 bars. Parce que sinon cette vanne là elle s'ouvre et ça vide dans cette cuve là et ça vide ici. Donc là je pensais que c'était lui qui était mort, mais en réalité non, on le voit là, le tuyau est bouché. Le tuyau est bouché et avec mon petit tuyau là j'ai fait un test. Vous voyez là je vais le mettre là comme ça là. Donc là on a entendu la bascule. La bascule se fait bien. Donc le capteur marche bien. Donc là, ce tout petit tuyau, on dirait que ça a été bricolé là, parce que c'est pas possible que ce soit aussi petit. Et obligatoirement, dans l'eau de chauffage, il y a de la merde. Hein. Il y a un peu de merde et là, ça s'est bouché. Donc il faut que j'ouvre pour nettoyer ça. Alors, ce que l'on peut voir sur la photo, c'est le pressostat du groupe de maintien de pression. Donc la fonction de ce pressostat est de prendre la pression à l'intérieur de la cuve, c'est-à-dire qu'il mesure la colonne d'eau. Donc pour contrôler un niveau dans une cuve, il y a plusieurs technologies, il y a plusieurs méthodes, et la méthode la moins chère, c'est la méthode avec un pressostat. Car comme vous le savez, 10 mètres de colonne d'eau, ça représente 1 bar. Donc 1 mètre de colonne d'eau, ça représente 100 millibars. Et par exemple, si ce pressostat est réglé avec un différentiel, par exemple pour s'enclencher avec 20 cm d'eau dans la cuve, c'est-à-dire qu'il va mesurer une pression de 20 millibars, et qui va se couper lorsque la hauteur d'eau dans la cuve sera de 80 cm, c'est-à-dire une pression de 80 millibars. Donc ce que je fais, c'est que je vais enlever le tuyau et je vais souffler légèrement dedans pour voir si le pressostat fonctionne. Et comme on a entendu un clac-clac, donc ça veut dire que le pressostat fonctionne correctement. Ce qui se passe, c'est que le tuyau, on le voit, est de diamètre assez petit et qu'il est bouché, car lorsqu'on enlève le tuyau, on voit que l'eau ne coule pas. Donc il faut savoir que l'eau de chauffage est crade, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de saloperies dedans, l'eau est noire, il y a plein de particules, et qu'en plus dans cette cuve-là il peut y avoir un peu de corrosion galvanique, ce qui fait que le trou est bouché. Et après je vais essayer de déboucher ce trou va être très difficile à déboucher, sachant que le groupe de maintien de pression est raccordé en rigide, que la vanne qu'il y a sur le groupe de maintien de pression au niveau de la vanne déverseuse est très mal placée, c'est-à-dire qu'il aurait fallu mettre du tuyau qui vient du collecteur du primaire à la vanne déverseuse, il aurait fallu mettre donc la vanne et le raccord union. Donc là ils ont fait l'inverse, ce qui fait que je peux pas le désaccoupler du réseau sans le dépressuriser complètement, donc ça aurait été la chaufferie, pour pouvoir basculer le groupe de maintien de pression pour démonter cette saloperie qui est en bas du GMP. Donc là on le voit, là je viens de l'enlever, on voit que ça coule pas. On voit que ça coule pas. Je vais prendre un fil rigide, en 1,5 ou en 2,5 et voir si je peux enlever la merde. Bon alors, ouais, parce qu'à mon avis, même si je défais ça, je vais le défaire, ça va. Je viens d'enlever le raccord, donc c'est pas ça, et on voit qu'il y a un peu d'eau là. Mais c'est vraiment bouché quoi. Il y a de la merde qui s'est posée à l'intérieur. Sachant que ici on a un évent, hein, donc là ici c'est la pression atmosphérique. C'est pas fermé. Hein. Donc là je vais rentrer un fil électrique pour déboucher la merde. Putain mais... C'est bizarre ça. Y'a rien qui vient quoi. Alors on peut voir qu'en mettant un fil électrique dénudé, donc avec le bout rigide, on peut voir qu'il ne se passe rien, donc probablement parce qu'au bout il y a un coude et que j'arrive pas à rentrer dans le coude. Donc là je vais utiliser une méthode un peu plus agressive pour déboucher ce trou. Je vais utiliser un compresseur d'air comprimé que je vais monter donc à sa pression maximum 5-6 bars et je vais libérer d'un coup
l'air comprimé qui est dans ce petit compresseur. Pour mettre comme des grands coups de tampon dans ce tuyau pour exposer ce bouchon. Là j'ai mis un tuyau d'air comprimé. S'il te plaît? Non. On entend l'air, ça y est, là je l'ai débouché là. Il est vireux, tout ça. Ouais. Tout le monde vient de pas dedans là. Voilà, maintenant je vais faire ma prise de pression. Je peux rebrancher. Donc là on voit que ça coule, hein. Donc je l'ai bien débouché. Maintenant je vais le remettre sur le capteur de pression. Donc c'est un capteur de pression en tout ou rien bien sûr, hein. Quand je dis capteur, c'est plutôt un pressostat, un manostat plutôt. Et voilà, donc là j'ai remis le tuyau sur le capteur de pression, sur le pressostat je veux dire, le manostat. C'est vraiment une pression très très faible. Et là on voit que c'est reparti. Donc là je me suis fait quand même un méchant coup de stress, hein, parce que le GMP c'est pour tout ce bordel là, toutes ces chaudières là. Et grâce à mon compresseur j'ai pu le débloquer. Donc là ce qu'il faudrait faire c'est tomber cette cuve pour accéder au cul de cette cuve pour pouvoir le démonter et le nettoyer. Le problème c'est que ça c'est raccordé sur le primaire. Et ces gros cons, ils ont mis le raccordement ici alors qu'il fallait le mettre ici. Donc ça, je vais le faire sous-traiter à un plombier, de mettre ça ici, mettre un raccord union ici pour pouvoir le désaccoupler du primaire et le fermer. Alors bien sûr, ça c'est une opération, lorsqu'on le fait, il faut couper la chaudière, il faut faire ça l'après-midi. Parce que bon, ça c'est la flotte, c'est pas trop méchant. Ça c'est surtout lui-là qui fait chier. Là. Comme ça, après, ça permet de démonter tout ça. Couper le jus, basculer la cuve et démonter le fond là où il y a la prise de pression et nettoyer. Donc ça va être la prochaine opération. Donc là on le voit mieux ce que je disais avant. Donc le tuyau a été coupé, à gauche il y a un raccord union, on peut voir qu'après ce raccord union donc il y a une vanne et qu'après cette vanne, donc la vanne verte, après cette vanne verte à droite il y a encore un raccord union. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là si je ferme ma vanne verte, et bien à gauche j'ai mon réseau de chaufferie là et à droite j'ai mon groupe de maintien de pression. Donc grâce à cette vanne là, je peux fermer donc cette vanne et isoler mon groupe de maintien de pression. Et grâce au raccord union qui est à droite, pouvoir le désaccoupler du réseau, pour pouvoir le démonter, pour accéder au fond de la cuve, donc il faut le renverser et compagnie. Hein. Mais le but c'est de démonter le T, quoi, le raccord, pour voir comment c'est fait à l'intérieur, pour vraiment enlever la merde, pour éviter que ça se rebouche. Et bien sûr, c'est une opération qui se fait plutôt hors saison de chauffe, c'est préférable. Alors lorsque vous avez un groupe de maintien de pression qui est en panne, pour assurer la continuité de service, c'est-à-dire pour assurer un fonctionnement continu de la chaufferie, quelle que soit la saison, donc plus particulièrement en saison de chauffe, car avec une chaufferie, bien sûr, vous pouvez faire aussi de l'eau chaude sanitaire. Il faut absolument, sur l'arrivée d'eau froide, donc qui passe par le disconnecteur pour mettre de l'eau dans le primaire, il faut absolument un régulateur de pression. Parce que l'arrivée d'eau froide, c'est de l'eau froide sanitaire, et cette pression est, quoi qu'il arrive, supérieure à la pression du réseau chauffage. Bon, après, bien sûr, ça dépend des chaufferies. Mais par exemple, ici, on est aux alentours de 2 bars, et la soupape sur la chaudière est de 3 bars. Donc, si vous avez un réseau de ville direct à 3-4 bars, obligatoirement, vous allez pouvoir remplir le primaire de la chaufferie, mais vous n'allez pas pouvoir laisser la vanne ouverte. Donc, l'intérêt de ce régulateur de pression, c'est que si le GMP est mort, si le vase d'expansion est mort, eh bien, le temps de recevoir la pièce, ça permet de laisser la vanne ouverte et donc d'avoir une continuité de fonctionnement. Car s'il n'y a pas ça, ben, c'est pas compliqué. Dans la journée, le pressostat d'eau va indiquer une pression trop faible dans le réseau primaire et donc la chaufferie va s'arrêter. Et donc, si vous avez un client ou une supervision, vous serez appelé en dépannage. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement pénible parce que ça peut durer plusieurs jours avant de recevoir les pièces. Donc cette pièce-là, ça coûte que dalle. C'est un travail qui est facile à faire pour un plombier. Et encore plus dans les chaufferies neuves, en travaux neufs, ça c'est un truc qui est obligatoire. Donc il y a plusieurs tailles sur les limiteurs de pression. Là c'est un tout petit, mais il peut y avoir des très très gros. En tout cas, en ce qui me concerne, toutes les chaufferies qui sont sensibles, hein, bon, c'est mon avis, hein, tout ce qui est maison de retraite médicalisée ou tout ce qui est du type clinique, hôpital, il faut un limiteur de pression sur le remplissage du primaire de la chaufferie pour la continuité de service. Parce que le jour où ça tombe en panne en saison de chauffe, ça tombe en panne en décembre, en janvier, en février, vous êtes dans la merde. Et donc ce petit appareil-là évite beaucoup d'emmerdes. Alors voici quelques limiteurs de pression. Donc là, celui-là, on peut le voir, il est tout petit. Donc ceux-là, on peut voir qu'ils sont déjà beaucoup plus gros. Donc celui-là aussi, c'est un limiteur de pression qui est assez gros. On peut voir donc juste à droite le disconnecteur
avec ses 3 prises. Et là on peut voir aussi un autre limiteur de pression qui a une bonne taille. Donc vous avez le groupe de maintien de pression comme on a vu dans cette chaufferie là, et vous avez aussi le maintien de pression avec compresseur. Donc ça c'est Pneumatex qui fait ça. Donc extérieurement ça ressemble à un vase d'expansion classique, alors que si on regarde bien en haut du cylindre il y a une boîte. Donc cette boîte à l'intérieur il y a un compresseur. Donc à l'intérieur il y a une vessie comme un vase d'expansion, sauf que lorsque l'eau se dilate, l'air qui est dans la vessie est évacué à l'extérieur, donc dans l'atmosphère. D'accord, donc ça c'est quand le réseau chauffe, l'eau se dilate, donc la pression augmente. Par contre, lorsque le réseau se refroidit, donc lorsque le primaire de la chaufferie se refroidit, donc lorsque la pression commence à chuter dans le réseau, le compresseur d'air comprimé se met en marche et gonfle la vessie pour toujours maintenir une pression correcte. Donc le gros intérêt par rapport au vase d'expansion, c'est que ça permet d'économiser énormément de place. Et le second intérêt par rapport au groupe de maintien de pression qu'on avait vu avant, dont les cuves étaient à la pression atmosphérique, donc de l'oxygène pouvait rentrer à l'intérieur. Donc ce groupe de maintien de pression est fermé parce que l'air qui est aspiré donc de l'extérieur et qui est mis sous pression dans la vessie ou sous la membrane n'est pas en contact avec l'eau. Donc le gros intérêt de ça, c'est que ça permet de diminuer la corrosion dans les tuyauteries. Donc sur cette photo, on peut voir le pupitre de commande du Pneumatex. Donc on voit que là on est à 1,7 bar. Donc cette machine-là, je la connais pas. Malheureusement, je suis venu dans cette chaufferie parce qu'il y avait un souci, une chaufferie qui était un collègue. Manquant dépannage parce que le collègue était en vacances. Car faut savoir que sur ce réseau, il y avait une fuite. Donc fuite enterrée, c'était donc la chaufferie relie plusieurs bâtiments et les réseaux sont enterrés. Donc avec l'âge, les réseaux enterrés, suivant comment ils ont été posés, il y en a qui percent. Alors le gros problème du Pneumatex, c'est que on le voit là, il y a une électrovanne. Lorsque le Pneumatex ouvre cette électrovanne pour remplir sa cuve, au bout d'un certain nombre de fois, il se met en sécurité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il contrôle plus la pression du primaire, et ça veut dire qu'à partir d'un certain temps, le pressostat manque d'eau déclenche et coupe la chaufferie. Ce qui crée un défaut dans la chaufferie, donc l'envoie à la supervision, la GTC, ça envoie un CMS de dépannage. Donc là on peut le voir, là quand même, ils avaient prévu le coup que l'électrovanne pouvait être HS, ou que le Pneumatex pouvait être HS, et donc là on voit qu'il y a un bypass sur cette électrovanne là. Sauf qu'il y a un truc qu'ils ont oublié. Alors en plus c'est une chaufferie neuve, donc c'est vraiment dommage, c'est que là, l'eau qui alimente le primaire, c'est de l'eau qui est à la pression de la ville, donc qui est largement à plus de 3 bars. Donc là, ils ont oublié de mettre un réducteur de pression, donc comme j'ai montré avant, là, sur la vidéo, sur les photos. Et donc le gros souci, c'est que le temps qu'ils réparent la fuite qu'il y avait dans le réseau enterré, pendant 3 semaines, le collègue devait se faire chier, aller là-bas, pour remettre de la flotte, pour que la chaufferie puisse repartir, car en plus c'était en saison de chauffe. Alors quand le collègue était à RTT ou quand ça tombait le week-end, ça tombait au gars qui était d'astreinte, et donc ça tombait sur les autres collègues. Donc le gros problème, c'est vrai que c'est une tâche qui est toute conne, mais le souci c'est que suivant l'endroit où vous travaillez, actuellement la tendance est plutôt à être en sous-effectif, et c'est vrai que perdre du temps pour remettre de la flotte dans un réseau connaissant le problème, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement pénible parce que ça prend quand même du temps de se déplacer en véhicule et lorsque l'on fait ça, on n'avance pas sur ses propres affaires. Alors le collègue n'avait pas voulu faire un devis pour mettre un régulateur de pression. Donc je trouve ça un peu bête, mais bon voilà, ça le promenait. Ce sont des petites conneries qui vous font perdre beaucoup de temps. Alors après, j'ai regardé vite fait sur la régulation du Pneumatex. Je n'ai pas réussi à trouver si on pouvait chanter cette sécurité qui est qu'au bout de X remplissage, le Pneumatex arrête de travailler. Il se met en défaut. Alors voilà pour cette petite vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo.